J'ai vécu une séparation, une rupture, divorce très, très, très pénible et le risque de perdre aussi le lien avec les êtres les plus chers au monde pour moi. Et tout d'un coup, ça s'effondre en très peu de temps et je dois vraiment lutter dans ma perception, lutter pour ma survie. Pour moi, addiction égale traumatisation. Le trauma égale, c'est quelque chose, un événement stressant qui est trop fort pour que l'organisme arrive à le digérer normalement, sans séquelles. Et donc, un stress traumatique est un stress qui dépasse les capacités d'intégration de l'organisme. C'est ça la définition du trauma. Des adultes très traumatisés autour d'elle, des adultes qui n'étaient pas capables de répondre à ses besoins émotionnels à elle par des rituels de porter la honte, petite chose pour rien du tout, mais de cultiver la honte et la culpabilité chez une jeune fille. Ça me rappelle aussi certaines choses que j'ai vécues de mon enfance en Allemagne. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Écoute, bonjour Ansgar. Bonjour Arnaud. Voilà, écoute, je suis ravi de te rencontrer et de faire ce podcast avec toi parce que voilà, j'ai lu ton livre dont on va beaucoup parler et que j'ai trouvé vraiment passionnant. Il m'a beaucoup éclairé personnellement sur des choses que j'ai pu vivre ou comprendre en moi et aussi des choses que j'ai pu voir autour de moi. Donc vraiment très très éclairant ce livre. Donc ravi de te rencontrer. On s'était rencontrés au départ dans une conférence en Belgique où je t'ai vu présenter en fait une présentation sur ce dont tu parles dans le livre, qui est la dissociation traumatique, et qui, alors, quand j'ai eu la présentation, ça m'a immédiatement tellement parlé que je me suis dit qu'il voilà, il fallait qu'on se voit et que je puisse enregistrer ce podcast que tu as accepté de faire et je t'en remercie. Donc, écoute, pour commencer, ce que je te propose de faire, c'est de peut-être de livrer une vulnérabilité parce que bah voilà, c'est quelque chose, et tu en parles aussi dans le livre, la vulnérabilité, c'est une façon d'ouvrir nos cœurs et peut-être d'avoir accès à des choses auxquelles habituellement on n'a pas accès à l'intérieur de soi. Donc c'est un bon exemple à donner. Donc voilà, je vais te proposer peut-être de partager une vulnérabilité aujourd'hui. Si je peux peut-être, je vais démarrer pour moi pour donner un exemple, mais je ressentais ce matin, alors on est en Suisse, hein, on est à Lausanne, je suis venu te parler sur ton lieu de résidence. Et ce matin, en fait, en venant au podcast, j'avais une petite tristesse, en fait, et je pensais au fait que, bah voilà, finalement, j'ai découvert, c'est-à-dire lire ce livre et le comprendre, j'en aurais pas été capable il y a 10 ans. Mais mon chemin personnel, et en particulier la découverte des psychédéliques et petite ouverture de conscience, on va dire, je l'ai découvert assez tard dans ma vie. Et voilà, et j'avais une petite tristesse, une petite nostalgie en disant si je l'avais découvert plus tôt, qu'est-ce que ma vie aurait été? Et je vois souvent dans l'univers, en particulier des psychédéliques, des gens qui ont 30, 35 ans, qui sont déjà très impliqués, qui ont découvert ça dans leur vingtaine ou dans leur trentaine, et qui sont tellement ouverts, tellement voilà, et à chaque fois ça me remue de voir que de cette chance qu'ils ont de le faire si jeune. Donc une petite tristesse, petite nostalgie, et puis en même temps quelque chose qui me dit oui, mais le fait d'avoir vécu finalement une dissociation traumatique, hein, je pense on peut donner le terme, pendant tant d'années, pendant des décennies, et d'avoir un peu souffert de ça, bah, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une telle passion, une telle envie de partager et un tel bonheur, en fait, de vivre ça et de partager ça. Donc c'est un bien pour un mal ou non, un mal pour un bien, peut-être. Mais en tout cas, il y avait cette petite tristesse, au fond de moi ce matin. Ah, merci pour ce partage, Arnaud. Ça me touche et j'aimerais déjà répondre à cela. Peut-être cette partie dissociative que tu as développée et cultivée pendant tant d'années, ça aussi t'a porté loin, hein. Ça aussi t'a porté jusqu'à aujourd'hui, par la suite contribuer à ta manière à la guérison aussi pour toi-même, mais aussi pour le collectif en faisant cette émission, notamment en venant jusqu'ici à Lausanne. Je te remercie. Et je pense que c'est pas peut-être c'est pas du temps perdu, hein, toutes ces années où tu as été dans la dissociation traumatique structurelle et tu l'as peut-être encore, comme on est tous.
C'est parce on fonctionne aussi dans un monde qui nous demande de fonctionner comme ça. Mmh. C'est vrai, merci. De mon côté, qu'est-ce que je peux partager d'actualité qui exprime ma vulnérabilité? Donc j'ai vu hier soir un film à la télévision allemande, un film qui s'appelle Vatersland, le pays de nos pères. Et ça traite d'une introspection d'une femme d'une cinquantaine d'années qui va visiter un peu les souvenirs de son enfance dans l'Allemagne après la guerre, avec des adultes très traumatisés autour d'elle, des adultes qui n'étaient pas capables de répondre à ses besoins émotionnels à elle, et qui en plus a été envoyée dans un couvent, dans une école catholique où il y a aussi une maltraitance très profonde par les dogmes religieux, euh, par des rituels de ôter la honte, petite chose pour rien du tout, mais de cultiver la honte et la culpabilité chez une jeune fille et qu'on comprend bien cette détresse et que ouais, ça me rappelle aussi certaines choses que j'ai vécues de mon enfance en Allemagne. Mmh. D'accord. Alors, donc tu parles effectivement d'Allemagne, ton enfance en Allemagne. Donc aujourd'hui, on est en Suisse, tu vis en Suisse. Hem, Peut-être tu peux nous en parler voilà, dans ta présentation. Je vais peut-être te demander, voilà, de te présenter peut-être, les choses qui sont importantes pour toi à dire te concernant. Donc, comme déjà évoqué, je suis d'origine allemande. À un moment donné dans ma vie, j'avais décidé de vouloir vivre proche des montagnes. C'est une passion à moi, les sports de montagne. Et à l'âge de 28, 29 ans, j'ai décidé donc de quitter l'Allemagne et de travailler en Suisse et de aussi de travailler en psychiatrie, parce que c'était ça mon intérêt. Et que donc je fais toute ma formation post-grad en psychiatrie ici en Suisse, Suisse romande. Et pendant longtemps, au début de ma carrière, je travaille avec des personnes addictes, des personnes gravement atteintes par l'addiction à l'héroïne, à la cocaïne, etc. Et dans la rue, les SDF, tout ça. Et en travaillant avec ces personnes, j'ai réalisé qu'ils ont tous été victimes de traumatismes importantes. Pour moi, addiction égale traumatisation. Et par la suite, je me suis intéressé à la psychotraumatologie. Je me suis formé en EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, le mouvement des yeux, hein. Et j'ai pu aussi faire un séjour scientifique aux États-Unis pour faire la recherche dans un laboratoire prestigieux sur le PTSD, le stress post-traumatique à Harvard, et aussi une année d'observation chez professeur Bessel van der Kolk, qui est aussi connu dans le domaine du trauma, The Body Keeps the Score. Et donc par la suite, je suis toujours dans le souci de trouver les meilleures thérapies pour mes patients. Et par curiosité aussi personnelle, je me suis aussi intéressé aux psychédéliques. Alors, est-ce qu'il y a eu dans ta vie un moment qu'on pourrait dire être un point de bascule? C'est-à-dire, finalement, où il y a eu un avant et un après? Quelque chose d'important qui s'est passé, qui fait que, bah, oui, après, c'était différent d'avant. On en a souvent plusieurs dans sa vie, mais est-ce qu'il y en a un que tu peut-être plus important que les autres, que tu aurais envie de partager? Je pense, je peux oui, identifier que un moment, il y a à peu près 15 ans, 14 ans, où j'ai vécu une séparation, une rupture, un divorce très, très, très pénible, où j'ai dû me battre euh, avec les tribunaux pendant des années et des années pour garder ma relation avec mes enfants. J'étais complètement choqué, horrifié de constater que moi, en tant que père qui avait tout fait comme il faut dans la vie, je dois à tel point me battre et de risque de perdre aussi le lien avec les êtres les plus chers au monde pour moi. Et donc ça, c'était pour moi juste quelque chose d'inimaginable. Ça dépassait de ce qui pour moi était possible dans une société comme la nôtre. Et en plus de cela, j'ai eu une crise aussi de mise à l'écart dans mon poste de travail, une grande institution où j'ai dû me battre aussi pour ne pas tout perdre. Ces deux crises-là m'ont fait que je me questionnais, mais comment c'est possible que je me retrouve là-dedans, que je crois pendant des années tout va bien, que je me raconte un peu que j'ai bien géré ma vie et tout d'un coup ça s'effondre en très peu de temps et je dois vraiment lutter dans ma perception, lutter pour ma survie tout d'un coup et je me suis dit mais comment c'est possible que je n'ai pas vu ça avant et je trouvais ça normal et que tout d'un coup ça s'effondre et que par la suite la volonté de mieux comprendre mon fonctionnement, mes attachements à certains types de relations pour comprendre, voilà, comment je suis arrivé là et comment
quoi faire pour ne plus retomber dans les mêmes pièges par la suite. Là, on arrive à quelque chose, je pense, dont tu parles dans ton livre, qui est je pense, hein, ce que tu appelles emotional part, donc la partie émotionnelle et la partie ANP, apparently normal part, La la part partie, apparemment normale, oui, PAN, on dira en oui, français. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer souvent, en fait, des personnes. La première fois que j'ai observé ça, c'était dans un groupe de thérapie, en fait, où une personne était un groupe de talking therapy, où une personne était venue, une femme d'une quarantaine d'années, et qui avait, c'était le apparently normal part. C'était même pas apparently normal part, c'était une personne qui était pétillante, qui avait une énergie, qui avait une aura, qui était solaire. Et qui, au fil des séances, chaque fois qu'elle venait, elle retombait un peu, en fait. Cette part-là, elle disparaissait. Et je crois que au bout de quelques séances, elle est arrivée, elle était habillée en jogging, pas maquillée. Et elle est allée au centre. Et elle était une sorte de transe. Et elle a parlé, elle a révélé un trauma d'enfance abominable, hein, voilà, et qui m'avait bouleversé d'ailleurs quand elle avait raconté ça. Et voilà, et donc il y a, bon, on en parlera après, hein, mais ça me fait penser ce que tu parles, ce que tu décris à ça, en fait, le fait que souvent les personnes qui ont été durement traumatisées dans leur enfance vont peut-être développer. Alors, en fait, elles ont deux choix finalement. Il y a enfin des choix. Enfin, c'est des choix, mais il y a deux voies en fait. Il peut y avoir la voie, bah, de l'addiction, il peut y avoir la voie d'être dans la rue, hein. Il y a des gens, on le voit bien avec les vétérans aux États-Unis, hein, qui reviennent de guerre en ayant réactivé des traumas d'enfance. Ils vont finir dans la rue ou addicts ou suicidés. Et puis il y a l'autre voie, la voie un peu combative, où là, au contraire, bah, c'est peut-être une sorte de coquille qui va se créer peut-être dans un excès inverse, en fait, où on montre des choses, euh, des choses très fortes, des choses très, très brillantes, mais qui peuvent cacher ces choses-là. Bon, on va y revenir, mais c'est juste que ça m'évoque ce que tu racontes sur ton expérience. On va parler aussi de psychédéliques. C'est important parce qu'on est en Suisse aujourd'hui et voilà, la Suisse, c'est le pays au monde pour moi qui est le plus avancé en matière de thérapie psychédélique et le plus ouvert sur le sujet. C'est exceptionnel ce que vous pouvez faire ici et spécifiquement en tant que médecin, en tant que psychiatre, tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience personnelle avec les psychédéliques euh, et peut-être l'expérience peut-être qui a été la plus intéressante pour toi? bah, je peux dire que cette crise que j'ai vécue il y a 14 ans m'a amené à questionner comment c'était possible et qui j'étais à la base. Et par la suite, je me suis intéressé à des états de conscience modifiés. Donc, j'ai d'abord pratiqué la respiration holotropique avec des thérapeutes. Et à un moment donné, dans un autre pays, dans un contexte légal, bah, je dirais, j'ai pu faire une expérience avec une substance psychédélique. Et cette expérience, pour moi, c'était plutôt une expérience challenging, un bad trip, difficile, hein, avec un sentiment très fort de honte et de culpabilité. C'est un peu le message de cette expérience, c'était tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Tu as transgressé une ligne rouge et que tu vas être puni pour ça. Donc, en quelque sorte, de l'interdit, en quelque sorte, que je n'aurais pas droit de franchir et que, en conséquence, j'allais être puni pour ça. Donc, ça, c'était l'expérience de l'époque et que ça m'a beaucoup bouleversé. J'étais très anxieux, hein, mais en même temps, j'ai remarqué que je pouvais bien dormir la nuit. Donc, mon organisme était tout calme et mon mental était très agité. Donc, cette différence entre à la fois le corps tout calme et le mental très agité, très torturé, ça m'a beaucoup interpellé. Je me disais, c'est quand même bizarre. Et par la suite, je continue à m'intéresser à ces états-là, et ces introjects aussi de honte et de culpabilité. Et je suis encore dans le processus par rapport à tout ça pour décortiquer ça. Hmm. Oui, de toute façon, c'est un peu, on parle souvent d'oignon en fait, hein, c'est une sorte d'oignon finalement. Mm. On a des couches, tu parles aussi des poupées russes en fait, les matryoshka, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et c'est vrai que, oui, finalement, on a toujours quelque chose à trouver. D'autant plus qu'avec les soins psychédéliques, parfois, quand on commence à avoir bien travaillé la partie traumatique de sa propre vie, on a la partie de sa naissance, on a la partie transgénérationnelle et après, on a même la partie transpersonnelle. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose à trouver et à creuser. L'exploration de la conscience, c'est quelque chose qui est un peu sans fin, sans doute, en tout cas où la fin est vraiment très très lointaine.
Et pareil, moi, j'en suis je suis en plein processus aussi. Pour rester humble sur ces points-là, c'est important. OK, alors par rapport à ton expérience des psychédéliques personnels, OK, et par rapport à ton expérience en tant que facilitateur d'expériences psychédéliques, est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui, toi, en tant que médecin, faire en Suisse avec tes patients? En Suisse, on a, comme tu l'as déjà mentionné, on a le privilège, la situation exceptionnelle de pouvoir utiliser des substances qui sont interdites dans la plupart des autres pays, notamment la MDMA, le LSD, la psilocybine. Donc, j'utilise ces trois substances-là, sur autorisation du gouvernement, bien sûr. Et parfois, j'utilise aussi la kétamine, que tout médecin peut prescrire en Suisse. Et j'envoie aussi mes patients régulièrement de faire des séances de respiration holotropique chez d'autres thérapeutes, surtout au début de la prise en charge. D'accord. Et alors, est-ce que par rapport à ces substances, par exemple, quelqu'un qui se dirait: «Bah, tiens, ça, moi, ça m'intéresse, j'ai envie de faire une expérience avec, Ansgar», comment ça se passe? Quels sont les prérequis, en fait, pour pouvoir faire ça pour quelqu'un? Avec toi ou avec un de tes confrères, en fait, qui peut le faire ici en Suisse? Bon, c'est vraiment cette volonté, cette aptitude à se remettre en question, de vraiment aller creuser profondément et de se dire: «Je suis d'accord», de aussi questionner les soi-disant les choses positives, les choses par lesquelles je me définis, mon identification de personne qui a réussi, hein, et de peut-être de reconnaître que ça aussi, ça fait partie de mon problème. Cette ouverture assez radicale de tout questionner. Ça, c'est le parti personnel, mais est-ce qu'il y a des prérequis au niveau légal ou au niveau, je dirais médical? Par exemple, je sais qu'à l'hôpital, à Genève, mais toi, tu travailles c'est pas à l'hôpital que tu as ta pratique, il faut prouver qu'on a fait des traitements qui n'ont pas marché et cetera. Est-ce que toi, tu as cette contrainte-là? Est-ce qu'il y a des contraintes de ce type? Oui, pour moi, j'ai les mêmes contraintes. Même Ça, c'est contrainte? le gouvernement qui demande ça, que pour poser une indication, il faut déjà avoir d'autres types de thérapies qui ont été essayées sans réellement effet bénéfique suffisante. Donc, ça, il faut prouver. Donc, ça, c'est la même. Ça s'applique aussi pour mes patients. Donc, dans ce sens, c'est comme tu le dis. Donc, il faut qu'il y ait une souffrance importante, des échecs thérapeutiques dans le passé. D'accord. Est-ce qu'il faut être résident suisse ou est-ce que, quelqu'un qui n'est pas résident peut y avoir accès? Ça, c'est une question, je suis pas 100% sûr. Moi, j'ai que des patients qui sont domiciliés en Suisse. Peut-être dans d'autres cliniques, ça peut être géré autrement, mais je pense qu'il faut vraiment un ancrage administratif ou assécurologique ou quand même qui doit être en Suisse. D'accord, OK. Alors après, donc tu as effectivement accès à un panel de techniques et de substances. Comment tu décides par rapport à tel ou tel patient d'utiliser telle ou telle, substance ou technique? Puisque tu parlais de respiration holotropique, tu as aussi le MDR dont on parlait également. Oui, donc moi, je regarde un peu la volonté, la capacité de la personne. Souvent, je commence avec des substances EMDR. Après, à un moment donné, la première substance psychoactive que je proposerais, ce serait la kétamine, hein, parce que c'est des effets pas trop longtemps, qui durent pas trop longtemps, qui sont pas trop éprouvants. Et si ça se passe bien, que ça s'est bien intégré dans le processus global, à un moment donné, je fais le nécessaire pour obtenir une autorisation pour les autres substances. Et la première substance, ça serait la MDMA, et par la suite la LSD ou la psilocybine. Mmh. Et la kétamine, tu as besoin d'une autorisation en fait pour le faire ou c'est à part? C'est différent Ça, c'est de l'avantage de la kétamine. En Suisse, tout médecin avec droit de pratique a le droit de prescrire ça. Et en psychiatrie, on peut l'utiliser pour un traitement off-label, on appelle ça, parce que les indications sont pas encore très clairement établies, mais il y a beaucoup d'études scientifiques qui parlent en faveur. Pour une souffrance psychiatrique, on peut utiliser la kétamine. OK, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet sur ton livre. Donc, alors le livre en français, il est en train de sortir, mais on l'a pas encore, dans les mains. En tout cas, voilà la version anglaise. Hein, Vampirocène et voilà la version allemande. Voilà, donc la couverture en français sera encore différente, je Mhm. crois. Mais voilà les 2 modèles. Un livre vraiment passionnant, hein. Heu, je l'ai lu. Alors, il est très dense, il y a beaucoup d'informations, ce qui fait que je l'ai lu en petits morceaux à chaque fois. Mais franchement, ça il y a énormément de choses qui ont résonné pour moi en le lisant, à la fois par rapport à mon histoire personnelle et puis ce que je vis aujourd'hui aussi avec les personnes qui m'entourent ou les personnes que j'encadre dans la retraite. Clairement, ça a fait, résonner tellement de choses. C'était vraiment passionnant.
Donc on va pas en parler, on va pas pouvoir tout aborder, hein. Moi, je vous invite vraiment, si ce qu'on va dire résonne, à acheter le livre et à le lire parce qu'il y a vraiment énormément d'informations. Donc on va parler de certaines choses, on va peut-être parler aussi des choses qui piquent un peu, qui sont un peu plus, de toute façon, je trouve que c'est un livre qui est courageux, parce que, il aborde des sujets, on parle de dissociation traumatique et de difficulté justement à faire face à cette situation de trauma, que ce soit à un niveau individuel ou collectif. C'est inconfortable. Comme l'expérience psychédélique, elle est inconfortable. On ne peut pas dire que l'expérience psychédélique est confortable. Ton livre, il est un peu inconfortable, hein, mais il œuvre pour un mieux. Parce que c'est effectivement en faisant face à ses ombres, ou quand la société fait face à ses ombres, qu'elle peut progresser, qu'à titre individuel, on peut progresser. Donc c'est un livre courageux, je trouve aussi, parce que il y a des gens que ça pourra peut-être choquer, qui seront pas d'accord, peut-être parce que c'est justement un peu difficile d'accepter finalement, de faire face à tout ça. Donc voilà, donc on va peut-être aborder des points qui sont, justement un peu qui piquent un petit peu parce que voilà, c'est ça qui peut être intéressant aussi pour éveiller la curiosité. Moi, il y a un point qui m'a alors peut-être on peut déjà parler de ton livre, heu, pourquoi tu l'as écrit, pourquoi ce titre? Et puis qu'est-ce que tu appelles la dissociation traumatique? Parce que c'est quelque chose le trauma, c'est encore quelque chose qui est méconnu du grand public. Peut-être tu peux nous parler de ça aussi, du fait que, bah, ça a été méconnu pendant pas mal de temps, que ça le devient un petit peu plus maintenant. D'accord, je vais essayer de répondre. Donc, j'ai écrit ce livre à partir du début de la crise Covid. Pour moi, c'est ma contribution en tant qu'être humain, père, citoyen, psychiatre, psychothérapeute à la crise collective qui nous concerne tous et qui, à mon avis, s'est manifestée pour une première fois de manière très claire avec la crise Covid, hein. Ça a amené beaucoup de questionnements, hein. Et j'ai pris ça comme un peu le déclic pour moi de dire maintenant je m'assois, je vais investir mon temps et de l'argent pour mettre ça au monde dans l'idée de donner une explication psychotraumatologique du dysfonctionnement sociétal global. Et à mon avis, on peut très bien expliquer par ces mécanismes de l'adaptation au stress répétitif qui amènent à la dissociation traumatique structurelle. Et pour moi, après, c'était très important de choisir un langage métaphorique fort, hein, dans les figures que je décris dans le livre, mais aussi dans le titre, hein. Donc, j'ai opté pour le titre Vampirocène pour mettre un peu un regard différencié ou opposé par rapport à ce qu'on appelle communément le anthropocène. On appelle notre ère souvent l'anthropocène parce qu'on laisse des traces visibles, durables sur la planète, et malheureusement des traces plutôt d'endommagement, hein, donc de dégâts qu'on laisse sur cette terre. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle j'aimerais pas qu'on appelle cette période qu'on vit en ce moment l'anthropocène, hein, mais c'est le vampirocène, parce que c'est basé sur l'exploitation, la division, la domination et la maltraitance des êtres autour de nous. On participe tous à ça. Et mon rêve, c'est qu'à un moment donné, on arrive à nommer les problèmes de notre ère de manière correcte, à savoir le trauma non intégré, et que si on arrive à faire ça, on arrive aussi, on trouvera automatiquement les outils pour sortir de cette crise et pour créer quelque chose correspond réellement à l'essence profonde de l'être humain, et que par la suite, ça serait la culture de l'anthropocène à venir. D'accord. Et alors comment tu définirais la dissociation traumatique? C'est quelque chose d'important, que ce soit à un niveau individuel ou collectif. Et comment et pourquoi en fait cette dissociation traumatique, elle s'auto-entretient et voire elle s'amplifie au fil du temps? Donc ça, c'est la question centrale, hein. Pourquoi cet engrenage qui a tendance à toujours s'approfondir à travers les générations? En effet, et ça, c'est bien expliqué par ce modèle, parce que d'abord, le trauma et la base, la dissociation, c'est que l'organisme est dépassé par ses capacités d'intégration. Le trauma égale, c'est quelque chose, un événement stressant qui est trop fort pour que l'organisme arrive à le digérer normalement sans séquelles. Et donc, un stress traumatique est un stress qui dépasse les capacités d'intégration de l'organisme. C'est ça la définition du trauma, qui est basée sur les travaux de Pierre Janet, le traumatologue français.
Et donc j'applique ça et par la suite, on comprend que l'organisme qui doit s'adapter à un stress qu'il n'arrive pas à gérer, à digérer et qui surtout est répétitif, qui va se répéter, on ne peut pas échapper. L'organisme, il adopte un mécanisme de survie, qui est la dissociation, à savoir tout qui est non gérable va être de côté, va être encapsulé dans quelque chose on va mettre loin et on va essayer de fonctionner au quotidien avec une apparence, l'apparence du normal et de l'apparence de la belle personne à qui réussit tout, hein. Et donc, ça crée un antagonisme de deux parties qui s'entretiennent, mais qui se font la guerre aussi en même temps. Codépendance entre ces deux systèmes que tu as déjà mentionné, la partie émotionnelle, en lien avec le trauma, le- et la partie apparemment normale qui prétend que tout va bien et qu'elle fonctionne au mieux au quotidien. Et cet antagonisme, à mon avis, on peut bien l'identifier à la base de beaucoup de souffrances psychiques, psychiatriques, chez les gens qui sont porteurs de ce type d'antagonisme, mais on peut aussi le voir à l'échelle collective, à mon avis. Ça. Et alors justement, donc à l'échelle collective, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste en fait? Pourquoi il y a un côté engrenage aussi au niveau collectif? Qu'est-ce que tu peux donner des exemples peut-être de cette dissociation traumatique collective? C'est d'un côté, on le trouve dans une lecture nationaliste, fascistoïde dans beaucoup d'États, où on dit ah, on est des hommes et des femmes, une culture forte, un peuple supérieur, nous sommes plus importants que les autres, nous sommes plus puissants que les autres, on a le droit de nous imposer aux autres, hein, parce qu'on est meilleur. Et donc on voit beaucoup ce côté-là, une partie apparemment normale et jolie et forte qui prétend euh, tout, tout dominer, alors que de l'autre côté, quand on regarde de tout près, il y a beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de dysfonctionnement, beaucoup de traumas non intégrés dans cette partie-là, dans cette entité-là, un peuple notamment. Donc ça, c'est une chose qu'on voit dans le nationalisme et la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays. Et l'autre côté, ce qui nous concerne tous aussi en Suisse et en France, partout, hein, c'est la réalité du monde du travail, où on prétend qu'on fait un travail utile, euh, on est un membre de la société bien apprécié parce qu'on travaille, on gagne de l'argent, on peut s'offrir des choses de- bien visibles à la consommation, on fait partie d'une élite parce qu'on peut consommer de manière exclusive. Ça, c'est le côté qu'on met en avant, c'est la partie paranormale. Et on met de côté que pour gagner tout cet argent, on fait violence à soi-même et on fait violence à la nature et aux autres, trop souvent. Mais ça, c'est vraiment une partie que je trouve hyper intéressante parce qu'elle concerne tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a parlé au début un peu de trauma, trauma d'enfance, trauma, par rapport à la structure familiale et cetera, qui sont des traumas compliqués parce que fouillis et voilà, qui sont pas révélés et puis ça arrive très tôt aussi donc ça a un impact sur la vie dans sa totalité et mais ça ne concerne pas tout le monde. Même si il y a des chiffres qui sont quand même quelquefois un peu étonnants. Tu cites dans ton livre, une enquête qui a été faite, je crois que c'est au Canada, heu, sur mais peut-être pas, tu vas me détromper, mais en tout cas sur des enfants, des filles en particulier qui ont été, abusées dans leur enfance et sur lesquels il y a eu des jugements, qui ont été faits devant les tribunaux ou des rapports de police. Donc c'est des faits qui sont avérés et ce qui est, fascinant, c'est de voir que, 17 ans après, quand on interviewe les mêmes personnes, les victimes, 40 presque 40 d'entre elles ont oublié. Alors que pourtant, ça a été porté à la conscience par le fait qu'il y a eu des rapports de police et de justice. Donc ça veut dire que ça a été dit, ça a été manifesté et ça a été oublié. Donc on peut imaginer, vu qu'il y a aussi beaucoup de violences qui sont malheureusement, la plupart ne sont pas portées devant la police et devant les tribunaux, sont purement et simplement sans doute oubliées dans des proportions peut-être encore plus fortes. Donc c'est un chiffre quand même qui est assez fou, mais il n'empêche quand même qu'effectivement, c'est sans doute une minorité qui va être affectée par ces problématiques-là. Heureusement, heureusement. Mais il y a quelque chose qui touche effectivement là, par exemple, tout le monde, vraiment tout le monde, c'est le travail et la dissociation traumatique liée au travail ou le trauma qui peut être apporté par le travail. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est vraiment important, qui est vraiment éclairant, d'arriver de prendre un peu de recul et de sortir des automatismes qu'on a, de prendre faire un pas de côté, regarder, se dire est-ce que c'est vrai ou pas. Et effectivement, on se rend compte que bah oui, c'est vrai. Même ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parles de ce que tu appelles les bullshit jobs, donc le travail bullshit
enfin, qui sert à rien en fait, en citant un auteur qui parle de 50% des jobs qui seraient des jobs, d'une certaine façon, inutiles. Tu parles de la finance, des hedge funds, en particulier, mais il y a plein, plein d'autres domaines. Il y a aussi les domaines où c'est même pire qu'inutile, c'est même nuisible en fait, qui font du mal, à la société, au monde, à la nature et cetera. Je tiens à préciser que ma profession aussi, donc elle est, je pense, toutes les professions, il y a des parties qui sont pas nécessaires, qui sont plutôt abusifs, pas nécessaires, et aussi ça on trouve ça en psychiatrie, parce que on demande typiquement à un psychiatre de rétablir une personne en dépression, de burn-out, et le but de la thérapie, c'est qu'elle retourne fonctionner dans le système habituel, dans le travail, dans la famille, peut-être dysfonctionnel. Et donc, on ne se demande pas la question de qu'est-ce que ce serait la guérison de cette personne. Beaucoup de démarches administratives aussi assez absurdes qu'on doit construire autour de chaque cas et on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi en psychiatrie à faire des choses que quand on regarde avec une certaine distance, ça a l'air plutôt inutile, voire du bullshit. Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est bien de le mentionner parce qu'il ne faudrait pas non plus que pense qu'il s'agit de pointer du doigt des personnes disant: «Eux sont comme ça et moi non», et tu fais très bien de le rappeler, c'est que finalement, voilà, on le vit, toi tu le viens de le décrire, tu le vis dans ta profession, moi je le vis aussi. Oui, il y a des moments où, ce qu'on fait c'est du bullshit job, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne sera pas utile et qu'on fait par conformisme en fait à quelque chose sur lequel on ne se pose pas de questions, et ça c'est quelque chose, effectivement qui laisse des traces derrière. C'est ça, on peut avoir l'impression que c'est pas utile, mais en fait non. Ça peut générer, c'est ce que tu expliques, des émotions, de la culpabilité, de la honte, tout un tas de choses qui sont là, en fait. Elles sont là même si on s'en rend pas forcément compte. Donc ça touche tout le monde, et c'est quelque chose qui évolue d'une certaine façon, c'est ce que tu expliques. Il y a un côté un peu engrenage parce que tout ça s'auto-alimente et se développe. Donc ça, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à mentionner. C'est le trauma, c'est pas pour une minorité qui aurait vécu des choses difficiles dans son enfance. En fait, ça concerne tout le monde et ça se répand, à travers le travail. Tu parles aussi en anglais, c'est neglect, donc en français, je pense qu'on dirait la négligence, peut-être, dont aussi, finalement, on est tous sans doute à souffrir, que ce soit à titre, personnel ou à titre collectif, en fait, dans la société. Est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de ça, de ce que tu appelles c'est la négligence, je Oui, pense, on la dirait négligence. négligence, surtout émotionnelle, par Émotionnelle, ouais. rapport aux besoins de soutien, de valorisation, de validation que surtout les enfants ont, hein, et que qui sont pas satisfaits beaucoup, beaucoup de fois, dans trop de cas, et que par la suite, ça génère une sorte de manque de confiance en soi et manque d'amour propre, hein, parce que l'enfant entend trop souvent dans notre culture: tu n'es pas bon comme tu es, tu dois aller à l'école pour apprendre telle et telle chose, et seulement si tu l'apprends et si tu conformes et tu fais aussi bien que les autres, voire mieux, donc il faut toujours faire mieux que les autres si possible. Donc, seulement si tu fournis des choses, tu es un membre accepté, apprécié dans notre société, et tu dois avoir des preuves de ta réussite, des preuves matérielles, hein. Donc ça, c'est toute une sorte de cadre conceptuel, idéologique qui est donné à nos enfants et qu'on intègre nous-mêmes plus tard dans la vie. Et moi, je le fais aussi, hein. Je le reconnais ça chez moi aussi. Mais qu'on on réalise au final qu'on a besoin après de la validation externe pour se sentir apprécié, aimé. Et ça, pour moi, c'est une sorte, quand même, une sorte de faille traumatique, une rupture traumatique que portent beaucoup, beaucoup de gens, qu'on a besoin de se valider par l'extérieur parce qu'on a perdu l'amour propre, l'acceptation de soi, et qu'on a par la suite besoin de compenser ça par une quête frénétique de validation sociale, notamment par des preuves de richesse et de pouvoir. Et pour moi, c'est la vraie addiction de notre ère. C'est pas les drogues, c'est pas des substances, mais cette frénésie de cumuler de l'approbation, la validation externe par des preuves, par des symboles d'exclusivité, qu'on est unique, qu'on est super, qu'on est puissant. Et on le sait bien, c'est une addiction parce on a maintenant beaucoup d'exemples à l'échelle mondiale de personnes qui ont très bien réussi ça, mais qui ne peuvent pas s'arrêter, que c'est toujours plus, hein. Donc il n'y a pas de limitation à cela. Et ça détruit aussi les bases de notre société et des ressources naturelles.
Et il y a ce côté engrenage dont tu parles Mhm. justement qui fait que en fait, enfin malheureusement, oui, c'est quelque chose qui c'est un phénomène auto-entretenu finalement cette dissociation traumatique au niveau collectif. Et tu donnes un exemple que j'ai trouvé vraiment intéressant sur, quelque chose qui est assez connu. On sait ça, hein, on en parle dans le grand public, de dire que quand on est victime, finalement, on a, un risque de devenir bourreau. C'est-à-dire si on a souffert de quelque chose, on voilà, on a le risque derrière de devenir soi-même bourreau et de faire des victimes sur ce dont on a souffert. Et tu expliques qu'en fait, ça, c'est une prison supplémentaire parce que déjà, le fait d'être victime, il y a des choses auxquelles on n'a pas envie de faire face, donc on n'a pas envie de voir. Donc on va refouler d'une certaine façon dans la fameuse part émotionnelle et qu'on va pas vouloir être confronté avec. Mais si en plus, on passe du côté bourreau, c'est-à-dire qu'on se met à répliquer ça, et ça, c'est vrai dans le travail, ça, on le voit dans le travail avec la hiérarchie. Hein, on dit souvent que dans une entreprise, quand il y a un patron qui a une certaine culture, une certaine race, ça ruisselle sur toute l'organisation. Tout le monde se met à répéter la même chose. On le voit aussi dans les phénomènes nationaux, le nationalisme, on le voit dans le nazisme, même ce qui se passe aujourd'hui en Russie, quand il y a des guerres, en fait, hein, avec un État qui va entraîner des personnes et modeler des personnes et l'emmener avec elle dans une réaction extrême. Donc il y a cet effet de ruissellement. Heu et donc le ruissellement, c'est aussi le fait qu'une fois qu'on est passé du côté bourreau, si on a la malchance de devenir bourreau à son tour, on est dans une prison dont il est extrêmement difficile de sortir parce que le sentiment les émotions cachées qu'on avait, elles vont être amplifiées parce qu'évidemment, si on devient bourreau, bah, on sait que, on le sait inconsciemment et donc on développe de la culpabilité, de la honte, de la peur d'être démasqué et cetera. Et je trouve ça vraiment tellement intéressant et pour moi, dans ce que je comprends de ce que tu expliques, c'est vraiment ce qui motive l'engrenage. Parce que finalement, si c'est comme des crans, en fait, c'est comme des crans, c'est-à-dire on monte d'un cran et on peut pas redescendre ou c'est difficile de redescendre. Si on descend, ça va faire mal, ça va accrocher, en fait. Et tu parles de ça aussi sur les femmes en particulier qui peuvent être complices d'abus, en disant que pour elles, c'est pareil. Dès le moment, il y a l'abus, soit elle sait, soit elle sait pas. Si elle sait pas, elle va peut-être inconsciemment quand même savoir, mais si elle sait et que derrière elle devient elle-même, qu'elle complice ou complice actif, ça devient très difficile de sortir de la mécanique. On est pris en fait dans une sorte de prison mentale dont il est extrêmement difficile de sortir. Hem et ça m'a vraiment éclairé et je trouve que c'est très éclairant sur la difficulté à sortir de cet état. Heu, alors comment faire par rapport à ça? Comment faire pour en sortir? C'est quoi le chemin pour arriver à faire face à un moment à ces choses difficiles qu'on n'a pas envie de voir, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif? Est-ce qu'il y a des voies? Bah, c'est une bonne question. C'est ce que j'essaie d'amener avec mon livre, de oser mettre la lumière, l'attention là où il y a des choses importantes à voir, qui font peur. Donc on a tendance à ne pas vouloir le voir. Mais la crise collective et la souffrance qui est importante dans la population, elle nous pousse à un moment donné regarder les vraies causes, les vraies origines de notre souffrance et de voir ces choses obscures et sombres et qui font peur. Donc mettre la lumière de l'attention là-dessus. C'est ça que je sais avec le livre, c'est ça que je sais dans mes thérapies, avec les psychédéliques ou avec le MDR, de oser voir. Et après, oser voir les choses comme elles sont. Ça fait sortir de ce que j'appelle de la déficit de contextualisation. Donc, tous ces biais qu'on porte, les préjugés, les dogmes, les croyances qu'on intègre sans en être conscient, on se rend compte, mais pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je sais telle et telle valeur? Pourquoi je suis tellement axé sur l'argent? Est-ce que c'est la seule manière de voir le monde? Et on questionne ces choses-là, et à un moment donné, on réalise peut-être, ça c'est des choses artificielles. C'est ça la différence entre la souffrance et la douleur, hein. Donc il y a des choses pénibles dans la vie qu'on peut malheureusement pas euh, échapper. Donc un décès, une rupture, une maladie, hein, un accident, ça c'est des choses qui arrivent. Mais de réaliser qu'on fait toutes sortes de démarches et d'efforts au quotidien pour nous distraire de cela, pour prétendre qu'on n'est pas vulnérable, pour nous prétendre qu'on est puissant. Et ça coûte beaucoup de choses. Tous ces efforts-là, qui sous-tendent un peu l'identité traumatique de la panne, de la partie paranormale, on réalise que ça nécessite beaucoup d'efforts et ça génère beaucoup de souffrances inutiles, hein.
et qu'à un moment donné, on fait une sorte de calcul. Qu'est-ce que ça me coûte de mettre la lumière et de faire du travail nécessaire pour clarifier, nettoyer ça et de vivre mieux par la suite? Ou alors j'investis beaucoup d'énergie encore, des petites choses qui n'ont pas l'air si grands que ça, donc beaucoup de gens le font, encore un effort, encore un effort, encore un effort. Mais je dois reconnaître que ma souffrance, globalement, va continuer, voire accroître. Mmh. À un moment donné, pour moi, c'est vraiment un choix intellectuel, cognitif, intelligent de dire ça vaut pas la peine de cultiver la souffrance inutile. Mmh. Oui, complètement. Alors ça, c'est aussi quelque chose, un passage que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant, c'est la distinction que tu fais entre souffrance et douleur. Tu viens d'en parler, où en fait, finalement, la douleur, donc pain en anglais, et suffering pour la souffrance, que quand on fait pas face à ces douleurs, ça devient de la souffrance. Mhm. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est ce que je dis souvent dans le cadre de la retraite, et en particulier sur les expériences challenging, les expériences qui sont difficiles. Ces expériences-là, alors c'est pas systématique, mais quand ça arrive, c'est des expériences qui sont magnifiques parce que c'est des expériences qui nous amènent à faire face à notre douleur. Et d'ailleurs, souvent, lorsque ce que tu parles de déficit de contextualisation, souvent, c'est des douleurs qui sont des douleurs qui viennent de l'enfance, mais qui n'ont plus de raison d'être, mais qui sont restées au stade où elles étaient quand on était enfant, c'est-à-dire énormes, hein. C'est pour ça que c'est difficile, quelquefois, dans une expérience psychédélique, c'est qu'on va vivre une douleur qui est une douleur vue par l'enfant, si c'est lié à un trauma d'enfance. Et pour l'enfant, cette douleur, elle était monumentale. Un adulte ferait face à la même douleur, il ne la verrait pas de la même façon, elle serait minimisée. Mais cette douleur, dans la mesure où on n'a pas fait face, elle est restée intacte et elle paraît énorme. Elle est toujours énorme parce qu'elle était énorme par rapport à l'enfant. Quand on la vit dans l'expérience psychédélique comme adulte, elle est énorme par rapport à adulte. Donc voilà, donc faire face à cette douleur, c'est intéressant parce que derrière, ça va permettre d'enlever une souffrance dans la vie quotidienne. Toute douleur qui n'est pas processée, qui est restée refoulée quelque part, elle va entraîner une souffrance. C'est une autre forme de douleur, mais elle est là. Donc, comme tu dis, il y a cet arbitrage à faire à un moment, de dire, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller chercher du côté de mes douleurs pour essayer de réduire la souffrance. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi, c'est ce parallèle entre l'expérience individuelle et l'expérience collective. C'est qu'à un niveau collectif, on a aussi du mal à derrière faire face aux démons de nos sociétés. Et le parallèle est vraiment saisissant. Je n'avais pas réalisé à quel point, effectivement, c'est proche. Et, euh, et effectivement, au niveau collectif, la difficulté, c'est que, parce qu'à un niveau individuel, personne finalement ne peut exploiter ça. Par contre, au niveau collectif, il y a façon d'exploiter ça. Et il y a des gens qui peuvent exploiter ça de façon inconsciente. Au niveau politique, au niveau économique, c'est ce que tu décris sur les organisations, les gens qui ont beaucoup de pouvoir, les pays qui ont beaucoup de pouvoir, qui vont développer et amplifier en fait cette association. Donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très très intéressant, je trouve, ce parallèle. Moi, j'ai appris beaucoup. Euh, Il y a un point aussi dont je voulais parler, c'est les opiacés. Parce que, alors pareil, ça c'est un sujet un peu tabou qui peut être assez clivant. Tu expliques qu'en fait, aujourd'hui, les opiacés, ils sont associés dans la médecine à combattre la douleur physique. Euh, et pas forcément la douleur morale, la souffrance morale. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Euh, Sur voilà, les opiacés, la morphine par exemple aussi, dans certains types d'expériences. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, volontiers. Donc, on sait bien que quand on se pose la question pourquoi les gens se suicident, hein, au final, on arrive à comprendre que le suicide, c'est pas la volonté d'être mort, mais c'est la volonté de ne plus souffrir, hein. Donc, beaucoup d'états de souffrance en psychiatrie, hein, sont des états qu'on peut décrire comme un état de trop de douleur morale ou psychique qui se présente et qui n'est pas gérable par la personne. Donc, elle prend des médicaments, elle doit être hospitalisée, ou alors elle va aller jusqu'à se suicider, ce qui est un traumatisme majeur aussi pour l'entourage, hein. Donc pour moi, c'est important de voir qu'il y a une analogie entre la douleur physique d'une jambe ou d'un bras cassé, ça fait mal, très mal,
Mais quand il y a un événement qui dépasse nos capacités d'intégration et qu'on se sent seul et trahi, hein, et menacé, ça fait très mal aussi. Et on sait aujourd'hui au niveau des neurosciences que des centres au niveau sont les mêmes qui s'activent quand on se casse un bras ou quand on vit une rupture amoureuse importante. C'est le même système, hein, parce que c'est un avertissement pour dire que tu es en danger. Si tu perds le soutien de ton groupe, pour un être humain, nous sommes des animaux sociaux, c'est une menace vitale. Donc on comprend maintenant très bien pourquoi des événements difficiles qui mettent en question notre cohésion avec, sociale, le mettent en danger, c'est hautement menaçant, ça fait mal. Et dans ce sens, les opiacés apaisent la douleur euh, physique autant que la douleur psychologique. On le sait, ça agit sur les mêmes structures et que c'est un apaisement aussi pour la douleur morale. Donc, on pourrait en déduire pourquoi pas prescrire, appliquer des opiacés, de la morphine, chez des personnes qui ont vécu des traumatismes graves ou qui sont en crise suicidaire, hein. Et donc, il y a quelques travaux scientifiques, ça existe, mais c'est rare, qui montrent en effet qu'on peut traiter la crise suicidaire chez une personne désespérée avec les opiacés et on va réduire significativement le risque de passage à l'acte. Il y a d'autres études qui montrent qu'une personne est traumatisée physiquement ou moralement, que ces gens reçoivent dans les urgences des opiacés, dans la prise en charge. On voit que dans la suite, par la suite, il y a un moindre risque de développer un état de stress post-traumatique que ceux qui n'ont pas reçu. Donc c'est un effet protecteur parce que l'état de surcharge par la douleur est apaisé. Hmm. Oui, ça c'est vraiment sidérant. Voir dans les deux cas finalement. Le cas où il y a un trauma qui vient de se produire, administrer de la morphine, ça va permettre de diminuer le risque d'avoir un stress de syndrome de stress post-traumatique. Ou pour quelqu'un qui aurait des pensées suicidaires, ce serait une façon de limiter ça. Et alors, pourquoi aujourd'hui la société n'accepte pas ça comme un traitement pourquoi c'est pas un traitement acceptable aujourd'hui? Même, enfin, c'est même pas la société, c'est médicalement aujourd'hui. Tu dis on le sait, mais en même temps on le pratique pas. Et pourquoi selon toi? Parce qu'il y a un certain dogmatisme derrière ces substances, il y a une sorte de jugement moral par rapport à certaines substances où on dit que des drogues, ça c'est mauvais, et des médicaments qui n'induisent pas d'euphorie, notamment, ça c'est des choses bien et acceptables. C'est ça qu'on va proposer, mais pas les choses qui peuvent potentiellement amener aussi un état de bien-être. Dans notre culture, on est très suspect vis-à-vis des états qui augmentent le bien-être et l'extase, peut-être. À part l'alcool. Oui, Lui, il est accepté. l'exception, oui. Et on va plutôt dire que tout ce qui fait mal, tout ce qui est rude, ça, c'est des choses à cultiver. Et donc, les opiacés, du côté, sont donc dans un jugement moral très important aussi dans le corps médical. Ouais. On a encore quelques minutes. D'accord, ouais. Alors, oui, une question que j'ai envie de te poser, c'est, alors, je pense que scientifiquement, il n'y a pas de réponse aujourd'hui, mais on peut avoir une opinion, on peut faire des hypothèses. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les maladies psychiatriques, les maladies mentales, sont... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'hypothèse qu'elles sont toutes liées à un trauma personnel ou un trauma collectif? Est-ce que c'est une hypothèse qui est recevable selon toi, même si j'imagine qu'il n'y a pas de preuve scientifique de ça? Mhm. Donc, comme tu peux t'imaginer, il faut toujours être très prudent avec Des des hypothèses? affirmations tout ou rien. Ouais. Donc, je pense que c'est toujours délicat. Donc, je dirais pas tout. Mais quand même, si on s'intéresse un peu au vécu des personnes, à l'anamnèse, à l'histoire de vie, et on décortique un peu, moi je suis d'avis quand même, on peut expliquer beaucoup dans cette compréhension sur le trauma, la surcharge traumatique des gens. Je pars toujours de l'idée, j'explique ça aussi à mes patients, que à la base, l'enfant, le bébé est né innocent et parfait. L'enfant a tout pour vivre, hein, une vie heureuse et épanouie. Et qu'est-ce qui fait que par la suite, 20 ans, 30 ans plus tard, on a une personne qui a plein de croyances négatives sur elle-même, qui n'ose pas sortir,
qui a plein de symptômes aussi douloureux ou des maladies auto-immunes où le corps se bat contre les propres cellules. Comment c'est arrivé qu'un enfant né innocent et parfait est devenu une telle personne? Et moi, je trouve, quand on par la suite s'intéresse aux événements de vie, on trouve beaucoup de facteurs qui constituent d'une telle transformation. Mmh. C'est vrai. Oui, et puis on peut voir ça au niveau des peuples aussi, hein, des populations différentes de différents pays. L'empreinte traumatique est pas la même d'un pays à l'autre. On en parlait juste avant ce podcast. Là encore, hein, je veux pas faire de la sociologie de comptoir. C'est un peu des hypothèses. Ce serait sûrement peut-être qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet, je ne sais pas. Mais on peut, imaginer que, l'empreinte traumatique est pas la même selon, les pays, selon l'histoire du pays, que ce soit, à travers les guerres. Je regardais sur l'histoire de la Suisse parce que moi, ce qui me frappe toujours quand je viens en Suisse, c'est que j'ai un sentiment, alors c'est un sentiment, les personnes sont vraiment beaucoup plus les pieds sur terre et très ancrées dans le concret et je dirais moi, avec une empreinte traumatique moindre. C'est ma sensation, rien de scientifique derrière. Par rapport à d'autres pays, peut-être la France ou l'Allemagne ou et je regardais dans l'histoire, je me dis: «Tiens, est-ce qu'il y a eu beaucoup de guerres en Suisse?» parce qu'on connaît la Suisse pour sa neutralité, hein, c'est un peu la réputation et je regardais hier, j'ai fait une recherche et j'ai vu que, je crois que la dernière guerre, c'est, 1848, quelque chose comme ça. C'est une guerre qui a duré un mois et qui a fait 100 morts. Mais avant donc c'était il y a 150 ans. Et avant ça, il y a eu des guerres, il y a eu l'invasion par la France et cetera, de Napoléon et tout ça, mais ça remonte à quand même pas mal de temps. Et donc finalement, au niveau des guerres, en tout cas, la Suisse semble avoir une empreinte traumatique plus faible. Alors ça n'empêche qu'on en parlait avant et tu me disais: «Oui, mais il y a d'autres types d'empreintes traumatiques». On parlait du travail, on parlait de tas de choses. Mais en tout cas, peut-être au niveau des guerres, bah, c'est moins fort. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur le film. Ce serait intéressant de voir si il y a des populations sur lesquelles l'empreinte traumatique est plus faible. Et je pensais aussi aux peuples indigènes, tu vois, qui sont restés à l'écart de la civilisation, qui n'ont pas connu bah, les guerres telles qu'on les a pu les connaître, qui n'ont pas été dissociés. Personne n'est entre leur nourriture et eux. Hein. Ce qui est un peu notre cas aujourd'hui, c'est que nous, quand on vit dans une ville, on est séparé de notre survie. On est séparé, on ne peut pas cultiver chez soi des légumes, on est obligé de les acheter, on est obligé de travailler pour avoir de l'argent et acheter ces biens-là. Dans les populations indigènes, c'est moins le cas, ils sont plus en connexion avec leur survie. Et donc je me disais, ça serait intéressant de voir si ces populations-là, elles ont développé des maladies mentales. Et dans quelle proportion? Ça serait un moyen d'essayer d'évaluer quel est l'impact de cette dissociation traumatique sur la santé mentale des gens. Bon, voilà, c'était une réflexion d'hier sur le sujet. Mais comme tu dis, sinon, si on se ramène au bébé, bah, le bébé, il naît, il est innocent, il est. Et je trouve que c'est intéressant, souvent d'ailleurs, aussi pour les personnes qui pensent avoir vécu un traumatisme, d'essayer de se connecter à l'enfant qu'ils étaient, peut-être regarder des vidéos, des photos d'eux quand ils étaient enfants pour essayer de reconnecter avec ce qu'ils étaient avant leur épisode traumatique. Toujours intéressant de faire ça. Euh, Il y a un point aussi que je trouvais très intéressant, et là aussi c'est un sujet qui est un peu clivant, dont tu parles par rapport justement au trauma lié au travail, c'est le revenu universel. Alors est-ce que tu veux un peu me parler de ça? Qu'est-ce que c'est que le revenu universel, hein, Universal Basic Income, et comment ça pourrait aider à lutter contre cet engrenage traumatique? C'est en lien avec ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre par rapport à la violence dans les rapports au travail. Hein. Donc, dans notre culture, c'est considéré normal que tout le monde doit travailler, maintenant aussi les femmes. Et seulement si on travaille, on gagne, on a le droit de vivre, hein, on gagne sa vie. Hein. C'est une expression courante. Hein. Alors qu'avec un peu de distance, c'est un peu absurde. Il n'y a aucune espèce animale qui vit sur cette terre qui doit travailler pour vivre. Hein. Donc c'est un sociofact. Hein. Et que maintenant, on est dans le privilège, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a quelque chose on a la sécurité d'apprivoisonnement avec des ressources alimentaires notamment. Donc, on peut produire aujourd'hui quasiment la totalité des aliments avec très peu de travail humain. Donc, il y a grâce aux machines, aux robotiques aussi, ça va s'intensifier. Donc, on peut faire de plus en plus de travail peut être fait par les machines.
Et donc, on doit vraiment se questionner sur quelle base est-ce qu'on pose un peu le droit de vivre? Est-ce que c'est encore le travail qui devient superflu et qui souvent est du bullshit, hein, que ça devient tout et n'importe quoi? Mais on constate que le système est maintenu parce il y a une volonté par le travail de garder les gens dans un certain fonctionnement sociétal, hein. Et moi, je constate que ces fonctionnements, ça sert quand même à que certains individus deviennent de plus en plus riches et que de plus en plus de personnes n'ont plus accès à travailler de manière humaine ou digne. Et donc moi, je suis d'avis qu'on pourrait aussi façonner une société, une civilisation, sans cette obligation traditionnelle qui vient un peu du Moyen Âge ou même avant, de gagner sa vie par le travail, par le labeur, hein. Mmh. Et donc, moi, bien sûr, ça peut paraître révolutionnaire, mais je pense dans quelques dizaines d'années ou de quelques centaines ou milliers d'années, on va regarder notre manière de fonctionner économique d'aujourd'hui et on va dire, mais c'est absurde. Complètement. C'est vrai que tu parles de ça aussi sur le fait qu'aujourd'hui, bah, s'il y avait 50 de ce qu'on fait qui est inutile d'une certaine façon, pourquoi ne pas réduire notre horaire de travail? Alors ce qui est drôle, c'est que ça a été fait il y a 100 ans avec, les lois du travail à l'époque, on travaillait tout le temps. On travaillait où on avait un jour de repos par semaine et éventuellement pas du tout. Et puis il y a eu ces droits qui ont été conquis, on est resté sur le week-end, mais depuis le week-end, on reste coincé. Alors qu'en fait, si tu fais les calculs, tu vois qu'effectivement, on pourrait très bien, décider un jour qu'on va travailler moins. C'est complètement faisable. Il y a une surabondance. Il y a sans doute une 50 de notre travail ou un pourcentage significatif qui est inutile. Donc si on travaillait mieux, on pourrait travailler moins. Et pour autant, on reste coincé sur cette organisation du travail. Alors il y a certains pays qui s'émancipent, hein, qui disent, «Ah bah, finalement, on va travailler, on va avoir un week-end de 3 jours». Ça existe, hein, il y a quelques pays qui font ça. Je crois que la Nouvelle-Zélande met ça en place. Mais c'est l'exception. Et il y a ce frein mental de se dire: «Bah non, en fait, on va pas faire ça», alors qu'on pourrait le faire. Et c'est très important de souligner ce point-là parce que l'obligation de retourner au travail toujours et encore pour tout le monde, ça correspond à une situation maltraitante, répétitive qui induit un état dissociatif structurel ou une traumatisation complexe parce que les gens n'ont pas le choix. Ils doivent retourner, ils doivent se soumettre à répétition à des situations absurdes ou abusives au travail. Et donc ça génère une sorte de traumatisation de la population de manière générale, qui à mon avis est grave, hein, que j'essaie d'écrire dans mon livre, et que le revenu inconditionnel de base, ça serait un moyen de permettre aux gens de choisir de quelle manière ils veulent vivre leur vie. Mais bien sûr, ça implique aussi que les gens se responsabilisent par rapport aux possibilités et choses qu'ils veulent réellement faire pour correspondre à leur vocation, à leur essence profonde, hein. À savoir, et moi je suis convaincu que notre société, elle devrait évoluer dans le sens d'une société beaucoup plus participative, collaborative, du soutien, du partage des expériences de vie, parce que c'est ça notre essence humaine profonde. Mmh. Et nous, on souffre de cette aliénation dans notre culture parce qu'on est encore resté bloqué dans le travail inutile qui détruit la planète et qui font qu'il y a des élites qui s'enrichissent, mais la qualité de vie et l'essence profonde n'est pas honorée. Mmh. Et c'est ça que j'espère pour l'Anthropocène, qu'on arrive à une nouvelle manière de travailler et de cultiver la terre pour que nous puissions vivre dans le respect de notre essence profonde humaine. Mmh. Il y a une notion aussi dont tu parles, c'est la sécurité, versus, la confiance. Peut-être Voilà. on vit dans une société où, la sécurité est portée en avant, avec une confiance qui diminue. Il y a plus de sécurité et de moins en moins de confiance. Et dans le monde du travail, je trouve ça intéressant, pour moi, c'est le salariat. Par exemple, le salariat, ou même, être, fonctionnaire, encore mieux, c'est la sécurité de l'emploi. Et moi, j'ai une sécurité de l'emploi, donc il y a le mot sécurité. Évidemment, mais sécurité, c'est une prison aussi. Parce que la sécurité de l'emploi, on pense à un moment que, bah, on en a besoin et pour ça, on est prêt à faire des compromis. Alors que finalement, moi, j'ai toujours trouvé que, alors la fonction publique, c'est à part, mais, quand on est, employé, finalement, la sécurité, elle est quand même très réduite parce que, bah, finalement, on peut aussi se faire licencier à un moment ou à un autre. Alors il y a des pays qui compensent plus ou moins. C'est vrai qu'en France, c'est un régime qui est très protecteur. Donc on peut avoir un sentiment de sécurité. Mais au final, moi je trouve que cette sécurité, elle s'achète au prix fort. Et le prix fort, c'est une dissociation encore, hein. C'est le fait que
on va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et je sais que nous, par exemple, dans la retraite, à Tangerine, on travaille qu'avec des freelances. Alors on pourrait dire oui, les freelances, mais ils n'ont pas de sécurité. Oui, mais en même temps, ils décident de leur temps de travail. C'est eux qui décident en fait. Et qui disent, bah, moi j'ai envie de travailler tant, et puis j'ai envie de pas travailler tel jour, etc. Et ça fait que bah, tout le monde travaille en bonne en symbiose, en regard de l'envie que chacun a de travailler, de s'investir sur le sujet. Et ça fait des personnes qui, je pense, s'épanouissent plus et sont plus motivés au travail. Et puis aussi, ça induit que quelqu'un qui travaille en freelance, souvent, il va diversifier ses sources de revenus. Donc, ça peut donner aussi de la sécurité, mine de rien. C'est que finalement, en ayant plusieurs clients ou plusieurs sources de revenus, on se sent moins dépendant. Et donc, on avale moins de couleuvres aussi. Et donc, on se respecte plus. Donc, voilà. Et ça, c'est des points qui sont, je trouve, abordés dans ton livre, qui sont vraiment, vraiment hyper intéressants. Donc, écoute, je crois qu'on arrive au bout de notre discussion. Peut-être pour conclure, pour les personnes qui veulent te suivre ou voilà, s'informer sur ton travail, comment ils peuvent faire? Bah, j'ai pas vraiment de page web entretenue, mise à jour, mais on peut me trouver sur Internet. Il y a des conférences, il y a des interviews comme celle-ci. Il y a des conférences à l'avenir encore où je vais intervenir. Donc, il y a toujours des informations d'actualité sur Internet. D'accord. Puis je rappelle donc tes livres. Donc la version anglaise, c'est celle-ci. Vampirocène, How Structural Traumatic Dissociation is Leading Society into Spiral of Violence. Ça, c'est la version allemande. Voilà. Et puis on a donc la version française qui sort en ce moment. Il y aura une couverture donc un peu différente qui sera donc disponible sur. Je crois qu'elle est déjà disponible aujourd'hui sur Amazon ou sur. On peut Non, la précommander, mais la elle précommander. sera seulement disponible fin avril prochain. Donc moi, je recommande vraiment. Hein, c'est une lecture vraiment passionnante qui m'a. J'ai appris des choses, ça m'a fait évoluer, ça a augmenté encore ma conscience. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Merci beaucoup, Ansgar. Merci Arnaud pour tout ton engagement pour la cause de la conscience et de l'évolution sociétale. Merci à toi d'être venu à Lausanne. J'apprécie beaucoup de pouvoir parler de mon livre. Merci et tout bon pour toi. Merci, Ansgar, et à bientôt.